Enduroman, je savais que je le finisse ou pas, que j'allais avoir déjà les endorphines, c'est cool, j'ai fini, quelques médias quand même pas mal, et après c'est la question, maintenant je fais quoi de ma vie? Mais c'est vraiment l'accident où je me suis dit, ok, bah là t'es dans ton lit, tu peux rien faire. Tu veux faire pipi, tu fais pipi dans une bassine, on t'essuie les fesses, enfin c'était... Oui, mon corps a pas compris, il passe d'un enduroman à un mois sans bouger. Donc c'est sûr, c'est pas grave, je vais guérir, je vais apprendre, j'ai découvert des gens en centre de rééducation, j'ai découvert plein de gens géniaux, j'ai appris, j'ai avancé, ça m'a permis de me concentrer sur différentes choses, sur peut-être notre marque. Et c'est pas grave, je fais pas de sport, mais je suis pas athlète de haut niveau, moi je fais pas de sport, je peux faire autre chose. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défait, sculpté, aiguillé et parfois même bouleversé. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Pour ce nouvel épisode, on rencontre Marine Leleu. À 27 ans, elle est à la fois athlète amatrice, entrepreneuse et coach diplômée. Véritable force de la nature, elle n'a cessé de dépasser ses limites. Mais derrière tout ce chemin, derrière ce mental d'acier et toutes ces victoires sportives et professionnelles, se cachent forcément des failles et des combats complexes. Tout n'est pas visible sur les réseaux et elle nous dévoile alors un peu de son quart de siècle. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4, fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Alors, salut Marine. Bonjour à tous. Alors en général, c'est plus ou moins facile pour moi de décrire quelqu'un en une phrase. Alors, elle est musicienne, il est danseur, elle est fondatrice de... Pour toi, j'ai eu un peu plus de mal. Et j'y vois là un compliment quand je dis ça. Puisque effectivement, Marine Leleu, tu évolues dans le milieu du sport. Exactement. Mais tu as plein de casquettes différentes. Donc, j'aimerais que toi, tu me dises avec tes propres mots, donc qui est et que fait en fait Marine Leleu? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, et c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est qu'on n'arrive pas trop à me décrire, à dire ce que je fais. Et donc c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que moi j'ai pas vraiment de métier spécifique, c'est-à-dire que je suis coach sportive, je fais du contenu sportif sur les réseaux sociaux, donc influenceuse, même si j'aime pas ce mot, par la force des choses, c'est ça. À côté, j'écris ma marque, donc avec Chloé. On a créé notre marque. À côté, je travaille pour différentes choses, je fais différents tournages, etc. Donc, en fait, j'ai du mal à dire ce que je fais vraiment. J'ai écrit des livres aussi. Mais donc, en fait, je pense que j'ai le plus beau métier du monde, c'est celui d'être Marine Leleu. Et je pense que Marine Leleu, c'est d'être un métier, on va dire. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je me décris. Et c'est pas rien. Tu as 27 ans. Je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, j'ai vu que tu as fait en fait de la natation synchronisée. Exactement. Tu as commencé par ça, avec d'autres sports, je suppose, mais donc ouais. Comment tout a commencé en fait cette attirance pour le sport? Est-ce que tu as toujours voulu évoluer là-dedans? Alors c'est vrai que j'ai toujours été sportive. Je suis issue d'une famille où mes parents étaient très sportifs aussi. On bougeait beaucoup. Bon, peut-être pas au stade où je suis actuellement, mais on a toujours, le sport a toujours été dans les valeurs de la famille. On prenait le vélo pour aller faire les courses, on était toujours très actifs et c'est resté un peu comme ça. Donc j'ai fait du tennis, j'ai fait de la natation, donc de la natation synchronisée, mais j'ai fait plein de choses et je pense que ça a vraiment été quelque chose pour moi d'hyper important, le sport. Et après, je pense que le sport, c'est une façon pour moi, on va dire, de m'exprimer sur différentes choses, mais aussi après je me suis rendu compte que je voulais vraiment en faire mon métier. Donc voilà, mais donc c'est vrai que j'ai fait différents sports depuis que je suis toute petite, c'est sûr, mais c'est vrai que j'ai, on va dire, persévéré dans ça plus que mon frère et ma soeur, je pense. Et justement, petite, t'étais attirée par ça, mais est-ce que t'étais quelqu'un, comment tu serais décrite quand t'étais petite? T'étais quelqu'un de timide ou t'étais quelqu'un justement... le fait d'être quand même attirée par le sport, il y a un côté hyper actif ou justement t'étais hyper sociable? Comment était Marine petite? Plutôt timide, j'étais plutôt celle qui était dans le fond de la classe, qui parlait pas trop.
Ouais, je pense que c'était plutôt timide, mais après j'étais active, on peut être timide et aussi actif. Donc moi je faisais plein de choses, c'est vrai que oui, je faisais de la natation synchronisée, même j'étais en horaire aménagé en sport-études, donc forcément j'en faisais beaucoup déjà. C'est vrai que je me souviens que les heures de sport au collège-lycée, j'adorais ça, alors que là, en général, les filles, souvent, c'est « Oh, j'aime pas faire du sport, je vais me trouver une excuse, un machin, des trucs ». Moi j'ai toujours adoré ça, vraiment. Et après, t'as décidé donc, à la suite du bac, direct de devenir coach ? Oui, en fait, donc j'ai passé mon bac, un bac ES, que j'ai eu à la limite, mais je l'ai eu, voilà. Et après, j'ai voulu, en fait, continuer dans ça, en étant prof de natation. Donc je me suis inscrite dans une école, et la première année, c'était préformation, et donc cette première année de préformation, on découvre différents sports, différents cursus, et j'ai découvert le cursus de tout ce qui était fitness, cours collectif, et coach personnalisé, coach sportif. Et du coup, j'avais déjà mon BNSSA, mon brevet de maître nageur sauveteur, pour surveiller les plages, les piscines, etc. Et je me suis dit, Marine, va faire autre chose, va voir autre chose, tu pourras revenir à la natation après, découvre autre chose. Moi, j'adore découvrir, j'adore apprendre, mais j'aime pas rester dans ma zone de confort dans tous les points de vue, que ce soit le sport, le travail, perso, etc. Du coup, j'ai voulu aller voir dans ça, et j'ai tout de suite adoré. Au début, je me suis dit, mais faire de la muscu, c'est pour les mecs, faire des tractions, c'est pour les mecs. Et en fait, maintenant, j'adore. Et donc, comme quoi... un petit message à tout le monde, essayez d'aller chercher, d'aller voir autre chose. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais au moins vous avez essayé. Et donc voilà comment ça s'est fait en fait. Ouais, donc t'avais déjà une vision, en plus, enfin ta vision plutôt a changé au niveau du sport, parce que tu te dis, la muscu c'était pour les mecs, enfin t'aimais pas du coup en faire. Vraiment, ouais. Oui, vraiment, pour moi c'était, il fallait, sur les tests d'entrée, il fallait faire des tractions, il fallait faire des squats, du développé couché. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ? Moi qui faisais de la natation synchronisée, plutôt... enfin voilà, il y a un côté danse créatif. Exactement. Et en fait moi j'ai adoré on va dire le fait de coacher les gens, les faire progresser, les faire avancer, donc toujours dans le milieu du sport. Et moi je me qualifie plutôt de coach de vie que de coach sportive, donc je reste dans le milieu du sport, hein. Mais je pense que faire du sport aux gens, c'est pas forcément les aider à devenir le plus beau, la plus belle, c'est peut-être bien dans leur corps, mais aussi peut-être à bouger mieux, avoir moins mal au dos, à courir plus vite pour avoir leur bus, enfin c'est des choses comme ça en fait. C'est parti. Allez, c'est parti, le premier. Allez, hop. Parfait, bien rapide, super. Ok, tu reviens tranquillement. Là, on a fait une première accélération, d'accord ? T'as fait monter la fréquence cardiaque très très vite. Voilà, très bien. Et s'en est suivi en fait après toutes les courses que t'as voulu faire. Donc en fait, c'est plutôt récent. Oui, c'est vrai que moi j'ai grandi à Nantes et j'ai fait tout ça à Nantes, et je suis arrivée à Paris fin 2012 j'avais fait une saison en tant que géo en club de vacances, en tant que prof de fitness en club de vacances, et je suis arrivée à Paris, et donc vous m'imaginez sur le bord de la piscine, allez, la danse du soleil et tout, c'était cool, c'était vraiment bien, et ça me permettait de vaincre ma timidité. Voilà. Ah bah là pour le coup, oui. C'était quelque chose qui t'angoissait. Ouais, beaucoup, mais je pense que c'est comme ça, encore une fois, il faut se sortir de sa zone de confort, et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse, quoi. Et si j'y arrivais pas, c'est pas grave, au moins j'essaye, et on se découvre, et on découvre des gens, et surtout on se découvre soi-même. Et après t'arrives à Paris ? Donc je suis arrivée à Paris, j'ai commencé... ouais. Je connaissais j'avais personne. Pas de boulot. J'avais mes grands-parents qui habitaient à Paris, mais en banlieue parisienne, et donc j'avais pas d'amis, pas de boulot, pas de famille, rien. Et donc je me suis lancée dans ça, j'ai mis mes CV dans toutes les salles de sport, j'allais voir les gens, je faisais des entretiens, etc. Et du coup, j'ai commencé à travailler là, et j'ai rencontré une bande de sportifs, et je les ai préparés pour leur premier marathon. Et en T'étais leur coach, en fait. Voilà, exactement. Et pour leur premier marathon à New York. Et je leur avais dit, si vous finissez ce marathon, la prochaine course que vous faites, je la fais avec vous. Alors que moi, j'avais jamais couru de semi-marathon de ma vie, rien du tout. Donc voilà, et donc ils ont fini cette course. Et moi, j'avais dit course, mais dans ma tête, je pensais marathon. Pour moi, c'est déjà génial. Et ils ont fini, ils m'ont dit, ok, on fait un Ironman. Et moi, j'étais, ouais. Donc j'ai pas commencé par ça, mais petit à petit, c'est comme ça que je me suis mise à la course à pied, à tous les sports d'endurance, le triathlon après par la suite. Oui, parce qu'au final, maintenant, t'es plus dans le triathlon. Oui. Que la course ou... Oui, parce que en fait je pense que quand on parle à pas mal de coureurs qui sont maintenant qui font du triathlon, qui sont triathlètes, c'est l'évolution, c'est-à-dire que c'est pas une science, hein, mais quand on court beaucoup, au bout d'un moment, soit on se lasse, soit on se casse. Et c'est ce qui t'est arrivé ? Non, c'est juste que j'avais envie de tester ça. Moi j'ai commencé le triathlon il y a 4-5 ans. Et pareil, au début on disait mais c'est pour les mecs, alors que maintenant le triathlon c'est tellement à la mode pour les femmes. Et avant c'était non mais faire du triathlon c'est pour les hommes ça.
Et même pour expliquer aux gens, pour qu'ils comprennent, tellement c'était pas la mode que dans ma catégorie d'âge, j'étais souvent la seule à participer. J'avais entre 20 et... entre 18, c'était ça je crois, 20-25 ans, j'étais... On est quoi en catégorie C'était 20-25 ans, 25-30 ans, c'est des choses comme ça. Oui, d'accord. Et donc pour participer à un Ironman, il n'y a pas beaucoup de filles entre 20 et 25 ans. Bon, maintenant il y en a beaucoup, mais avant, il y a 4-5 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Il y a seulement 4-5 ans. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc du coup, voilà, et moi j'ai tout de suite adoré, c'est plutôt parce que je le partageais avec mes potes, les gens que je coachais pour le marathon de New York, qui sont devenus mes potes et qui sont toujours mes super potes que j'adore, qu'on n'a rien à faire des réseaux sociaux, mais que c'est super d'avoir des gens comme ça qui m'accompagnent toujours. Donc t'as été vachement soutenue aussi par ta famille Bien sûr, ouais. Ouais. Ma famille a toujours... Au début, ils comprenaient pas et ils se sont dit, mais déjà, elle va courir un semi-marathon. Pour eux, c'était dingue. Et pour moi aussi, courir un semi-marathon, 21 km, pour moi, c'était incroyable. Et si on m'avait dit que plus tard, je ferais tout ce que j'ai fait, jamais j'aurais cru. Oui, en termes sportifs, ça te paraissait déjà énorme. Ah, bien sûr, ouais. Ouais. Enfin, après, tu dépasses des paliers, Est-ce que bien c'est sûr. pas en franchissant des paliers aussi que tu te dis, je vais taper le prochain Voilà, exactement, c'est en essayant. Après, quel est l'intérêt d'aller chercher toujours plus haut? Il faut vraiment trouver quelque chose. Comme là, après l'enduroman, peut-être qu'on parlera un petit peu par la suite. Enfin, quel est l'intérêt d'aller faire plus que traverser la Manche à la nage? Enfin, je comprends, je vois pas trop l'intérêt. Si, d'ailleurs, parlons-en. Toi, justement, est-ce que tu voyais ça comme quelque chose à atteindre et après, il n'y a plus rien? Un peu le summum? Ouais. Non, parce que c'est vrai que sur cette épreuve-là, donc il y a 140... Alors, d'ailleurs, disons ce que c'est. L'enduroman, c'est une course qui relie Londres à Paris. Donc, c'est 144 km de course à pied. Traversée de la Manche à la nage. La Manche, c'est 33 km à vol d'oiseau, mais moi, j'en ai nagé 49. Et après, donc c'est presque 300 km à vélo jusqu'à Paris. Donc, ça, à faire tout enchaîné. Donc, j'ai fait ça. On dort un petit peu au milieu, quand même. 3 heures et 5 heures. Ah oui, ok. Oui. Non, c'est pas des vraies nuits, ça. Non. Mais bon, après, il y a tout l'entraînement qui va avec. Ce qu'on va faire, c'est que là, je m'échauffe pendant 10 minutes. Donc là, on va partir sur 3 exercices. Donc le premier exercice, ça va être du vélo. 5 minutes de vélo à chaque fois, avec une intensité. On va essayer de plutôt travailler sur la vélocité. Et donc, pour en revenir à ta question, qu'est-ce qu'il y a le plus après? Moi, il y a beaucoup de gens, et c'est ce qui m'énerve un petit peu, c'est quand beaucoup de gens me disent bon, du coup, tu vas faire quoi maintenant et tout. C'est comme si c'était un feuilleton télé. Et Marine fait un Ironman, Marine fait un deuxième Ironman, Marine traverse la Manche à la nage. C'est super parce que je suis la première à partager et j'adore ça. Et je trouve que de montrer que peut-être que moi je fais ça, je dis pas aux gens de faire ça, mais que leur montrer que moi je l'ai fait, j'y suis arrivée. Donc peut-être que eux ils peuvent s'inscrire à un 5 km et qu'ils peuvent y arriver, et peut-être que ce 5 km sera aussi dur que moi j'ai fait mon enduroman. Il n'y a pas de niveau en fait, c'est plutôt son objectif à chacun. Et après, quel est l'objectif de faire quelque chose de plus dur en fait que ça? C'était très dur, physiquement pour le corps c'est très dur. Il faut rappeler que sur cette course il y a eu des morts, que j'étais en grosse hypothermie et que même les cardiologues se demandent comment j'ai fait pour réussir. Il faut pas oublier ça. C'est bien de dire regardez je fais ça, regardez je suis la plus forte, regardez je fais ça. Mais je trouve ça pas intelligent du tout en fait d'aller chercher encore plus loin et de... Moi je suis pas là pour montrer que je réussis. Je suis là pour vivre des expériences et les partager. Donc maintenant ce serait plutôt me tourner comme par exemple le 30 juin je fais un triathlon à l'aveugle, les yeux bandés. D'ailleurs beaucoup de gens me disent mais pourquoi c'est pas toi la guide et qui guide les aveugles ou les personnes malvoyantes en e-sport? Mais parce que c'est un métier, donc on peut pas s'improviser ça. Donc moi j'avais envie de me mettre dans la peau d'une personne malvoyante ou d'une personne aveugle pour pouvoir vivre cette expérience et du coup la partager et pouvoir mettre en valeur et en lumière le handisport. Donc en fait c'est des choses comme ça qu'on peut faire après par la suite ou que moi je peux faire et que j'ai envie de faire. Oui je suis sportive, je suis pas athlète du tout, mais je suis une sportive folle je pense et follement passionnée surtout. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc en fait... moi, c'est plutôt vivre les expériences, mais pour moi avant tout. Pour moi, le partage avec mes proches, ma famille, mes amis, et après le partage avec les gens. Et j'adore ce partage, hein, sinon je le ferais pas. Et c'est vraiment le fait de peut-être guider les gens, les aider à avancer personnellement. Peut-être qu'ils vont voir une publication, un post et se dire oh là, si elle fait ça, je peux faire ça. Oh, c'est super, super bonne idée. Voilà, c'est un petit peu ça en fait. Oui, parce que tu partages beaucoup de positive attitude. Oui. Ce qui n'est pas forcément évident parce que tu le dis, tous ces entraînements, tout ça, ça demande énormément aussi parfois même de remise en question. Énormément, oui.
Et il y a des moments ça va pas. Après, je pense qu'on en parlera aussi, même un corps ça se casse. Ah oui. Voilà, là tu te remets quand même Ouais. de blessures assez graves que t'as eues et on en parlera. Mais surtout, et c'est par rapport à ce que t'as dit, je voulais juste rajouter que je trouve ça hyper intéressant puisqu'en fait les gens doivent penser que tu es Marine Leleu, donc tu as ce corps qui est capable à la limite de tout faire, alors qu'en fait un corps ça évolue. Exactement. Et en fait, peut-être ce qui a paru, on va dire, faisable pour ton corps il y a 1 an pour l'enduroman n'est peut-être pas faisable à l'heure d'aujourd'hui. Et peut-être que déjà un marathon, c'est déjà fou pour ce nouveau corps, on va dire, de Marine de juin 2019. Enfin, voilà. Et merci de le dire parce que c'est aussi quelque chose qui m'énerve un peu, c'est quand là j'ai fait un marathon à Paris, un marathon à Londres, et les gens c'était oh bon elle fait un marathon, elle a couru beaucoup plus, pour elle un marathon c'est rien. Mais déjà non, parce qu'un marathon ça reste 42 km et c'est juste génial, c'est une expérience géniale et c'est beaucoup d'entraînement. Et puis ça pique les mollets, hein. Et bien sûr. Et après, c'est vrai que comme tu dis, j'ai eu des petits bobos, des petits accidents. Du coup, mon corps, petit à petit... C'est pas des s'y petits remet. bobos. Je pense Oui. que tu minimises, mais oui. C'est bien pour le mental de se dire que c'est des petits bobos. Si c'est des gros bobos, Oui, non, on va dire que tu marches, tu... Voilà. la tête se dit que... Voilà. Mais oui, donc du coup, c'est pas pareil. Et même 21 km, ça reste dur, difficile. Mais voilà. Et tu parles de partage, Oui. parce que justement, tu es quand même très présente sur les réseaux, avec justement tout ce côté positive attitude. Moi, en tout cas, je t'ai connue à partir de ton enduroman. Mhm. Donc, c'était il y a 1 an tout pile, quasiment. Oui, j'ai pris le départ le 23 juin à l'Arche de Londres. Donc, on n'est pas loin. Oui. Et oui, donc par rapport à tout ce que tu partages, alors aussi bien sur Insta, tu fais beaucoup de vidéos YouTube aussi. Mhm. Quand est-ce que ça a commencé en fait vraiment déjà ce début, alors est-ce que c'est dès le début d'Instagram, comment est-ce que tu as eu l'impression que ça a évolué très vite aussi parce que maintenant t'es suivi par presque 1 demi-million de personnes, enfin, c'est énorme. T'as trouvé que ça a été plutôt graduel, comment tout ça en fait a commencé, ces partages sur les réseaux? C'est vrai que quand on me pose la question, je sais pas répondre. Parce que moi, de base, je me suis jamais dit tiens, je vais me mettre sur Instagram, je vais créer un compte pour avoir des abonnés, pour partager, je vais avoir une grosse communauté. Jamais de ma vie, je m'étais imaginé être où je suis maintenant. Pas du tout. Moi, j'ai créé mon compte Instagram au début. En plus, d'ailleurs, il était en privé. Enfin, non, j'avais bloqué ma famille, mes amis, tout le monde. Parce que pour moi, de poster des photos de moi en brassière, c'était il y a 4-5 ans, c'était... Waouh, enfin, c'est bizarre quand même. Et en fait, bah, je partageais mes entraînements, je partageais ça. Et en fait, je suivais des comptes Instagram des Américaines, des Américains et tout. Et je disais, ouais, c'est trop stylé et tout. Je vais faire ça. Et au fur et à mesure, je courais 2 semi-marathons par semaine, je faisais des trucs et du coup, moi, je me rendais pas compte et les gens me disaient, mais c'est trop bien et tout. Puis je commençais à avoir un petit peu d'abonnés et puis il y a quelques marques qui ont commencé à venir me voir et moi, je croyais que c'était faux, qu'on me proposait pas du tout des placements de produits, mais Des juste collabs. de m'envoyer des collabs, enfin de m'envoyer des produits. Moi, je disais, mais c'est un truc faux, donc je répondais pas. Je me dis, mais qui s'intéresse à un truc faux? Voilà. Et en fait, après, bon, je me suis vraiment rendu compte que c'était vraiment vrai. Et je crois que c'est à partir de mon premier Ironman, je crois, en Floride, où... mon compte avait déjà pris un petit peu d'ampleur, mais mon premier Ironman en Floride, c'est vrai que j'étais la plus jeune française au monde à avoir fait un Ironman en Floride. Red Bull m'a repartagé, et après j'ai eu quelques partages, bien sûr, je pense que tout le monde connaît, ou de nom au moins Thibaut InShape, qui m'a partagé un petit peu au début, donc forcément c'est lui aussi qui m'a un petit peu lancé. Voilà, après ça s'est fait graduellement, et après c'est sûr qu'il faut continuer à créer son contenu à soi, il faut continuer à partager. Mais moi, j'étais pas dans l'optique de me dire, alors il faut que je crée ce contenu-là, il faut que ce soit comme ça, là ça va plaire aux marques, là ça va plaire aux gens, il faut faire ça. Moi, c'était des photos avec mon téléphone après mes entraînements, ça a toujours été ça et c'est toujours un peu comme ça. Ça évolue un petit peu, mais ça a toujours été comme ça. Donc moi, je me suis jamais dit que j'allais créer un compte Instagram qui allait avoir pas mal d'abonnés. Ça s'est fait en fait naturellement et en fait, j'ai pas de date exacte vraiment parce que je m'en rends pas compte en fait. Ça s'est fait petit à petit et pour moi... j'ai peut-être presque 1 demi-million de personnes qui me suivent, mais je reste comme tout le monde. Et comme je dis, j'ai les pieds qui puent, j'ai les cheveux gras, je suis pas une star, je prends le métro, voilà, c'est pas ça qui me change du tout, en fait. Et donc, en fait, des fois, je me rends pas compte de tout ça. Même si maintenant, je l'entretiens, et le fait de travailler avec des marques, de vouloir aussi, moi, ma propre marque, la mettre en avant, la partager, le fait de vouloir partager des... Donc, ta marque de chaussettes, des Oui, voilà, c'est ça, oui. Ouais. Que j'ai créé avec Chloé, mon associée. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est mettre en avant, mais c'est aussi mettre en avant des façons de penser, voilà. Et d'ailleurs, Chloé, Oui.
Donc Chloé Tedaldi, ma petite étoile. elle est arrivée quand en fait dans ton histoire? Alors Chloé, Parce on s'est rencontrés à la salle de sport et au début je commençais à la coacher. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et ça a tout de suite été un coup de cœur. En fait, depuis que je suis coach, toutes les personnes que je coach, jamais en dehors, je vais les voir, que ce soit un couple de deux personnes que je coach chez eux et qui me disent est-ce que tu veux rester dîner avec nous ou est-ce que ça te dit, enfin des choses comme ça, parce que forcément on crée des liens avec les gens qu'on coach et en fait moi j'ai toujours refusé de faire ça, enfin des gens qui m'offraient des cadeaux pour Noël, des choses comme ça, c'est super parce que c'est vrai qu'on a un lien avec la clientèle, mais Chloé direct je me suis dit mais cette fille il y a un truc et je sais pas vraiment. Et du coup, on s'est tout de suite rapprochés, on est devenus très vite amis, donc meilleures amies. Et elle était en année un petit peu off au niveau du boulot et elle s'est mise à m'aider un petit peu sur des mails et tout. Et après, ça m'a tellement aidée. Toute seule en fait. Oui, voilà, mais en fait, elle m'a tellement aidée et après, elle a continué à travailler du coup après avec moi et c'est grâce à elle que après j'ai évolué comme ça et c'est grâce à elle que maintenant j'en suis là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me voient moi parce que c'est moi qui m'affiche et en plus Chloé ne se montre pas aussi, c'est la fille de l'ombre mais sans elle il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, oui, c'est comme un agent en fait avec une personne. Elle gère alors, aussi peut-être les c'est un agent qu'on voit pas. Sur le papier, c'est un agent manager, mais c'est différent parce qu'on a une relation aussi qui est très personnelle. Toutes les deux, on est vraiment, à la base, on est meilleures amies. Donc elle me connaît plus qu'un agent qui gère une personne. Et aussi on se comprend sur plein de choses et en fait elle essaie de faire les choses aussi pour moi et pour nous, pour parler franchement, pas du tout pour gagner des sous. Elle est pas au but final, oui c'est ça, parce que de toute façon l'argent c'est un peu tabou et dans la vie on veut tous gagner des sous et il faut le dire, c'est ça, mais son but premier c'est de faire quelque chose de chouette et de construire qu'on construise quelque chose toutes les deux quoi. Et ce qu'on arrive bien à faire aussi. Bah oui, parce qu'en plus, comme tu disais là, quand on s'est vu là, quand t'es arrivée, vous avez emménagé dans des nouveaux locaux, enfin oui. ça grossit, ça devient quelque chose d'important. Ouais, exactement. Ouais. Bon alors, on n'est pas ensemble, il y a beaucoup de gens qui disent mais du coup vous êtes ensemble parce que du coup on emménage ensemble, on passe notre temps ensemble. Mais non. non, oui, donc du coup on a des nouveaux bureaux et on est vraiment très très contente de ça. J'ai ma petite salle de coaching, c'est là qu'on a toute l'antre des chaussettes. Qui arrive de près de Dijon, parce que l'usine des chaussettes est à Dijon, en France. C'est fait en France. Fabrication française. Exactement. Et on est très très fiers de ça. Donc ouais, on est très content d'avoir une dynamique comme ça, alors qu'on a beaucoup galéré avant. Avant, on travaillait chez l'une chez l'autre. Les chaussettes, elle gardait tout chez elle, elle faisait les colis chez elle. Enfin, c'était la galère au début. Mais c'est ça qui est chouette. Et c'est en vivant des galères comme ça qu'on avance. Puis c'est ça souvent l'entrepreneuriat, enfin du moins pour beaucoup de personnes au tout début. Oui, bien sûr. Et je reviens un petit peu au début de ce que je disais, c'est qu'il faut oser faire des choses. Et que si on ne sort pas de sa zone de confort, donc je parlais du sport au début, mais là je parle du travail, et on n'avance pas. Et puis si on n'avait pas réussi, c'est pas grave, au moins on aura essayé, on aura appris des choses, on aura rencontré des gens en fait. Voilà. Ouais. Et pour revenir à... Tu parlais donc tous ces partages, etc., qui maintenant est quand même, comme tu le dis, c'est quand même plus travaillé, ton image, etc., c'est quand même un peu plus visible qu'avant, donc quand même c'est des choses qu'il faut faire attention. Et ce que je trouve intéressant, il me semble que tu le dis dans une de tes vidéos, il y a peut-être 2-3 ans, tu dis « Je suis suivie par des milliers de personnes ». Du coup, là, des centaines de milliers de personnes. Je partage beaucoup, donc on a l'impression que t'es énormément entourée. Et en fait, tu le dis clairement, j'ai pas de vie sociale, j'ai peu d'amis. En fait, t'es quelqu'un de très solitaire, dans le fond. Exactement. Alors, c'est vrai que depuis 3 ans, ça a un peu évolué. Mais dans le fond, je reste très solitaire. Moi, passer une semaine toute seule à faire mon sport, faire à manger, faire mes trucs, ça me pose aucun souci. Vraiment. Pour faire très gros, parler en très gros en mettant des très grosses guillemets, j'ai besoin de personne, ce qui est faux encore une fois parce que là on vient de parler de Chloé, on vient de parler de plein de choses et voilà, mais c'est que moi je fais ma vie, mais c'est vrai que j'ai quelques amis, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai quelques amis, mais moi je suis pas une fille qui sort, je sors pas et beaucoup. Est-ce que parce que là, on va dire que ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Est-ce que ça l'a toujours été ? Est-ce que vraiment tu t'es imposé un rythme, ce qui n'est pas évident en fait, en début de vingtaine, même à 25 ans,
te dire, bon, je me focalise sur mes objectifs, mes envies, et des objectifs sportifs, ça implique forcément aussi avoir une hygiène de vie hyper saine. Non, parce que en fait, moi, mon adolescence, j'ai eu des soucis de santé. Et du coup, j'ai jamais... Enfin, j'ai eu un moment où j'étais vraiment... Enfin, j'étais dans ma bulle, j'étais dans mon monde. Et j'étais pas enclin, et même je pouvais pas sortir. Enfin, moi, j'ai jamais été en boîte, je connais pas, j'ai jamais été bourrée, je ne sais pas, je bois pas d'alcool du tout. C'est pas une question de sport, je bois pas d'alcool. Il y a des gens qui me disent c'est parce que tu fais attention, mais non, c'est juste que je n'aime pas ça du tout. Une coupe de champagne à Noël avec mes parents, le berk. Enfin, pour moi, c'est pas du tout ça. Mais donc, en fait, c'est pas que je me suis imposée, c'est juste que moi, c'est mon mode de vie, c'est comme ça que je suis heureuse. Je préfère... dîner avec des copines à la maison, ou avec des potes à la maison à 3-4, et puis à 23h on est tous au lit, parce que le lendemain il y a entraînement, enfin je m'entraîne. Et puis il faut savoir que tu te lèves très très tôt. Ouais, quoi. moi je me lève très tôt, mais parce que j'aime ça aussi, j'aime beaucoup ça, j'aime vivre avant les gens, j'aime vivre très tôt, parce que je fais plein de choses, je suis hyper productive, et quand il est 7h, comme par exemple hier à 7h j'avais déjà fait 40 km de vélo, je me dis les gens ils se réveillent juste, ils ont loupé quelque chose dans leur vie. Enfin, c'est mon point de vue, je dis pas ça, c'est pas du tout un reproche, hein, mais... Non mais c'est vrai, il y a un dicton. Hein. Et en fait, je me sens beaucoup plus forte et enclin pour ma journée. Alors oui, c'est sûr que je vais pas me coucher à minuit, mais voilà. Oui, ou faire des siestes, ou voilà. Ouais. Donc pour ma vie sociale, non, je vois quand même des gens, je vois ma famille, j'ai mes amis, mais clairement, je suis pas celle qui va sortir tout le temps. Oui, c'est important, je pense aussi de le préciser, parce que... Bien sûr, ouais. Enfin, on a l'impression que derrière tout ça, c'est quand même aussi des sacrifices à mettre de côté. C'est énormément de sacrifices. Enfin, pas à mettre de côté, justement, non, parce bien que c'est sûr, des gens que tu mets de côté. Ouais, voilà. Mais après, c'est pas des sacrifices, c'est que ça se fait tout seul. Après, c'est comme dans le sport, j'ai fait les sacrifices l'année dernière pour l'enduroman. Maintenant, je fais clairement moins de sport que l'année dernière, mais c'est parce que je fais autre chose. Et c'est pas un sacrifice de me dire que je fais moins de sport pour faire autre chose. J'ai envie d'avancer aussi. Je pense que la vie, c'est comme ça. C'est avec des phases où on fait plus de choses, des fois moins de choses. Et sinon, on s'ennuierait, hein, si tout le temps pareil. Bah oui, toi t'es pas trop dans la routine. Hein. Moi, c'est quoi la routine? Clairement pas. Mais oui, là, il faut changer les choses. Marcher de l'autre côté du trottoir quand tous les matins on sort de chez soi, on marche sur son trottoir pour aller au métro. Prenez le trottoir d'en face, vous verrez, la journée sera différente. Et quand, parfois, au final, on t'impose de prendre le trottoir d'en face. Genre, clairement, t'as eu un accident il y a 1 an, on va dire à peu près 1 an, ou malheureusement, quelques jours peut-être après ton enduroman, t'as un accident à vélo. Je partais ici sur la route, ici il y a une autre route, hop le camion arrive, il grille le feu rouge et moi comme le feu était vert pour moi, pim. Donc percuté, j'étais sur le côté, je tombais par terre et c'est là que j'ai eu mes blessures. Et là plus de sport. Plus de sport. Il faut savoir que j'ai directement relativisé en me disant c'est bon, je peux bouger mes jambes, je suis pas défigurée, c'est juste une fracture dans la jambe, c'est juste ça. T'avais l'épaule aussi touchée. Ouais, j'avais l'épaule aussi, j'ai les 2 épaules, c'était l'année d'avant aussi. L'année d'avant, oui voilà, bon, la totale. Bref, mais c'est marrant parce que j'en parlais avec Chloé il y a pas longtemps et avec le recul, maintenant, je peux dire que j'ai déprimé, j'étais en dépression, mais sur le moment même, je me suis pas rendu compte. En fait, donc je suis restée 1 mois à l'hôpital et je l'ai pas du tout partagé mon accident. J'ai partagé mon accident 1 mois après parce que je voulais dire entre guillemets, au fait, j'ai eu ça, mais ça va super, maintenant c'est comme ça. C'était mieux d'être positif et de dire j'ai eu ça, mais maintenant ça va mieux, donc on avance. Et même pour moi, et aussi parce que je voulais pas forcément que les gens... Montrer tes failles. Non, c'est bête, mais les gens peuvent trouver dans quel hôpital on est, et ça m'était déjà arrivé pour mon premier accident, et c'est vrai. Les gens venaient, et c'est pas méchant, hein, mais quand on est dans un lit d'hôpital, on n'a pas forcément envie, même si c'est une bonne intention qui vient nous apporter des cadeaux, c'est un peu... C'est gênant. C'est un peu gênant. Et donc, même il me fallait le temps pour moi de me retourner, même pour Chloé, par rapport à tout ce qu'on avait en place, le travail avec certaines marques, des OP, des choses comme ça, de pouvoir se retourner. Et je pense qu'aussi pour nous, on était dans un moment après ce qu'on avait vécu sur l'enduroman qui est très intense, avec beaucoup de... on avait besoin toutes les deux de, ok, on fait une pause sur ça, voilà. Il faut se remettre de ce genre d'expérience. Il faut se remettre, et moi je m'étais préparée à l'avance en me disant qu'après l'enduroman, je savais pas que j'avais cet accident, hein, mais après l'enduroman, je savais que
que je le finisse ou pas, que j'allais avoir déjà les endorphines, c'est cool, j'ai fini, quelques médias quand même pas mal, et après c'est la question, maintenant je fais quoi de ma vie. Mais ça j'avais préparé à l'avance et je savais, j'avais pas trop peur de ça. Mais c'est vraiment l'accident où je me suis dit, ok, bah là t'es dans ton lit, tu peux rien faire. Tu veux faire pipi, tu fais pipi dans une bassine, on t'essuie les fesses, enfin c'était... Et d'ailleurs je remercie beaucoup les infirmières qui étaient là parce que c'était des abonnés qui me l'ont dit qu'à la fin. Elles m'auraient dit au début ça aurait été compliqué. Voilà, donc elles ont été vraiment géniales sur ça. Vraiment, c'est vraiment trop bien. Et donc du coup, cette période à l'hôpital, ça m'a permis de me concentrer sur différentes choses, sur peut-être notre marque, sur différents projets. Et c'est pas grave, je fais pas de sport, mais je suis pas athlète de haut niveau. Moi je fais pas de sport, je peux faire autre chose. Donc c'est sûr que, oui, mon corps a pas compris, il passe d'un enduromane à un mois sans bouger. Donc c'est sûr. Mais toi, c'est dans la tête aussi. Exactement, pas que le corps. c'est pour ça, c'est pas grave. Je vais guérir, je vais apprendre, j'ai découvert des gens en centre de rééducation, j'ai découvert plein de gens géniaux, j'ai appris, j'ai avancé, voilà. Ce qui me fait juste la peine, c'est que je fais du mal à mon corps en fait, c'est plutôt ça. Que maintenant, dès qu'il a un petit bobo, je dis je suis désolée, je te fais encore endurer ça. Et c'est pas vraiment moi, c'est mon corps. Parce que le corps, c'est la plus belle machine qu'on peut avoir dans la vie, et il faut en prendre soin. Des fois, on l'oublie beaucoup, et moi avant, j'oubliais beaucoup ça. Mais c'est hyper important. D'en prendre soin, de l'écouter. Et comme je dis toujours, il y a une différence entre j'ai la flemme de m'entraîner et je suis fatiguée, mon corps est fatigué. Et donc moi j'arrive à faire la différence maintenant. Mais pour revenir à cette blessure, c'est vrai que ouais, ça a été très dur, mais j'ai appris aussi sur lui. Donc j'ai l'impression que tu apprends en façon... Alors encore plus quand tu dépasses aussi complètement tes limites. Mais même très jeune, tu as dit en plus que tu avais... des soucis de santé. Alors je sais pas si tu veux qu'on y vienne dessus, mais il me semble moi que tu as été hospitalisée il y a des phases en fait d'anorexie. Exactement, ouais. Je pense que déjà là, à la suite de ça, alors je ne sais pas quel âge t'avais, mais t'as dû quand même énormément apprendre sur ton corps et arriver à genre t'écouter. Oui, encore une fois, cette période-là de ma vie, c'était mon adolescence. Encore une fois, sur une maladie comme ça, on n'arrive pas à déceler vers quel âge ça commence, quand ça commence. Moi, c'était 14, 15, 16 ans. Où j'ai eu plusieurs phases d'hospitalisation. C'est... Encore une fois, j'ai fait du mal à mon corps, clairement. Donc depuis, je me dis que depuis il est petit, il prend cher, quoi. Je lui fais prendre cher, le pauvre petit corps. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui me rend plus forte. Et je pense que, pareil, ça m'a fait apprendre sur la vie, sur plein de choses, et ça m'a rendue peut-être déterminée, plus persévérante, et peut-être différente, ou je sais pas, ça m'a apporté un plus. Je pense que les moins, ça nous apporte des plus aussi. Donc voilà, après ça fait partie de moi et ça fera toujours partie de moi. C'est comme ça, mais je vais pas m'arrêter à ça et je vais pas en parler tout le temps. Enfin, moi, en parler tout le temps... non, et puis surtout que je trouve ça... Enfin, on est réduit à ça en fait, c'est quoi l'intérêt? Voilà. Et surtout que ce que je trouve sympa, chouette, ou du moins subtil aussi de ta part, c'est que tu postes des photos, parfois avec des Marine il y a 6 ans et Marine maintenant, et tu dis c'est la même. Enfin, il n'y a pas de je regrette d'être cette personne. Ou... Jamais. Et souvent, les gens, comme tu dis en fait, dans les médias, t'es quand même très visible. Donc forcément, ce terme d'influenceuse, il te plaît pas, il plaît à personne. Mais il y a côté, oui, tu peux inspirer en fait des gens, tu peux créer aussi des déclics chez d'autres. Donc forcément, poster ce genre de photos, c'est pas anodin. Non, c'est sûr. C'est peut-être pour faire passer un message, mais c'est en disant, oui, c'était comme ça, mais maintenant je suis comme ça. Je pense qu'il faut pas avoir de regrets dans la vie. Non, il faut pas. Et ça, je voulais te demander, quand on parlait justement des réseaux, à la limite, ça peut s'y prêter, que justement, poster des photos de toi, te mettre en avant, créer ta marque, c'est quand même souvent centré sur toi. Bien sûr. Est-ce que t'as pas eu peur à un moment de dire c'est trop là, j'ai trop en fait de gens qui me sollicitent, qui parlent de moi, on m'envoie des messages, je réponds même plus en fait à ma famille, à mes amis. En fait, par exemple, moi qui suis la petite fille, ma petite Marine toute timide, la petite blondinette, voilà, je trouve ça hyper narcissique de poster que des photos de soi. Enfin, je veux dire, on ouvre la page Instagram et on voit une fille qui fait que des photos d'elle. Mais c'est ça, hein. Je fais que des photos de moi, avec le sourire, machin, regardez, moi j'ai fait ça, regardez, j'ai fait ça comme entraînement, moi je fais ça, nanana. En fait, je parle que de moi, et c'est hyper narcissique. Mais après, je pense que c'est une façon de m'exprimer, c'est une façon de parler. Et je pense que
son compte Instagram, des gens diront oui mais c'est ton compte, c'est toi, voilà c'est ça. Mais je pense que c'est à travers moi ou à travers ce que je représente que je peux faire passer des messages. C'est un petit peu ça. Et c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué de gérer toute cette influence de gens, tous ces gens dans la rue, quand on m'arrête, quand on me reconnaît, tout ça et tout. Mais en même temps, je vais pas dire oh là là, on me reconnaît dans la rue, il faut que je mette une casquette, tout ça et tout. Enfin, je veux dire. On n'est pas arrivé à prendre la grosse tête, c'est plus ça. Bah non, mais je veux dire, en même temps, c'est ce que je te dis, hein, je pue des pieds, ça m'arrive de mettre les chaussettes le même jour. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà, hein, je suis pas du tout parfaite, très loin de là. Mais voilà, je pense que. Il faut essayer de gérer, c'est pour ça que j'ai de la chance d'avoir Chloé qui m'aide dans tout ça, gérer tout ça. Et en fait, je pense qu'il faut être entouré des bonnes personnes, pas beaucoup de gens, vraiment pas beaucoup de gens, mais des bonnes personnes. Et j'ai de la chance d'avoir une famille, mes parents qui comprennent, parce qu'au début, quand je leur ai dit, bah écoutez, je mets des photos sur Instagram de moi, et je travaille avec des marques, je reçois des produits. Oui, Marine. Et puis, je vais écrire un livre aussi. Oui, Marine. Et je vais créer une marque de chaussettes. Ouais. C'est bizarre, en fait. Et en fait, bah... Ouais, en fait, quand on y réfléchit, c'est qu'on crée quelque chose et on partage quelque chose. C'est... je pense qu'il faut rester à se dire que je reste une fille pour mes parents, une sœur pour mon frère et ma sœur, une amie pour mes potes, comme je disais, mes potes avec qui j'ai commencé à courir. Bah eux, les réseaux sociaux, ils ont même pas Instagram. Genre pour eux, je reste leur petite marinette, comme ils m'appellent. Et ils suivent un peu parce que je leur raconte ce que je fais, mais... Je pense qu'ils se rendent pas compte de tout ce qui se passe, et tant mieux. Enfin, voilà, c'est très bien comme ça. T'arrives à garder les pieds sur terre? Oh bah oui, bien sûr, il faut, hein. Sinon... Enfin, je veux dire, en fait, pourquoi, entre guillemets, je prendrais la grosse tête? Enfin, je suis pas une chanteuse, je suis pas une actrice, je suis pas une sportive de haut niveau, les gens peuvent le penser, mais non, clairement pas. Voilà, en fait, moi, je suis juste une petite nana qui fait du sport, qui aime le partager, et... qui mange des noix de cajou en mettant des chaussettes différentes. Voilà, c'est la description de Marine. C'était en fait ce que j'aurais pu dire au tout début. Voilà, tu cherches à me décrire, bah c'est ça. Voilà, c'est ça. Justement, tu parles de, bah voilà, t'es pas une athlète de haut niveau et souvent en fait t'as beaucoup de critiques. Oui. Je pense qu'on va y revenir. Mais est-ce que t'as eu besoin aussi, donc, dans tout ce tumulte-là, de parfois déconnecter complètement? De dire là stop, je suis tout le temps par exemple sur mon portable, je suis tout le temps à gérer 1000 trucs, tu vis à 1000 à l'heure, enfin Bien sûr, oui, bien sûr, parce que forcément on est toujours connecté, on reçoit les notifications, on a le truc, mais c'est vrai qu'il y a 3 ans je crois, 3 ans, je me suis rendu compte que je répondais d'abord à mes abonnés que de répondre avant à mes amis ou ma famille, et du coup je suis partie à Punta Cana, l'autre bout du monde, toute seule. Sur un coup de tête? Voilà, sans mon copain, sans ma famille, sans mes amis, sans personne. Voilà, j'ai dit allez, ciao. Et c'était trop cool. J'avais un petit bungalow trop cool pour moi, je mangeais quand je voulais, je dormais quand je voulais, je m'entraînais ou si je m'entraînais pas. Si je voulais dormir 5 heures l'après-midi alors que j'étais sur une belle plage, je voulais m'enfermer, je faisais ce que je voulais, j'avais personne. Si je voulais manger ce que je voulais au buffet, j'avais pas à me dire, on va me dire que machin. Si je voulais faire du sport, je pouvais. Oui, et sans réseau, sans rien. Je suis revenue, c'était trop cool. Je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant je suis prête. J'ai compris. Voilà, et ouais, c'est sûr que des fois c'est un peu compliqué à gérer, mais maintenant, encore une fois, encore maintenant, j'apprends de tout ça. Donc voilà. Ouais, mais comme quoi c'est pas mal aussi peut-être de déconnecter complet. Oui, parce que après c'est vrai que même en vacances, même si je pars en vacances au week-end, je suis toujours à faire des stories, des choses comme ça. Après c'est différent entre faire des stories avec les marques avec lesquelles je travaille, pour la marque ou pour des choses comme ça. C'est différent, mais c'est vrai que je suis toujours connectée. Après ça m'arrive, tu vois là en ce moment on parle, j'ai mon téléphone qui est en mode avion, c'est pas grave en fait. Enfin, et c'est pas moi qui l'ai imposé. Non, mais bien sûr. Et même moi le soir quand je dors, moi j'ai mon téléphone en avion toute la nuit. Quand je le mets en avion, je suis allez tout vous faire voir, laissez-moi dormir. Et en fait ça me fait du bien, je pense, rien que de savoir que je suis en mode avion, peut-être que dans ma tête je suis en mode avion aussi. C'est pas bête de dire ça comme ça. C'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est que en fait je pense que, et vraiment moi j'adore quand j'appuie sur le petit avion dans ma tête, j'ai l'impression que ça me soulage. T'arrives à mettre sur off sans... Ouais. Même des fois, quand par exemple je suis énervée, dernière fois on était avec Chloé, une amie, pour un projet, on travaillait sur un projet, mon GPS il marchait pas, j'étais énervée, j'ai dit ok, hop, je me mets en mode avion, hop, en 2-3 heures, c'est tout, laissez-moi tranquille. Ouais, parce que c'est pas... je vois, pour justement avec tous les invités là que j'ai pu avoir, là, une dizaine avant toi, il y a toujours un peu... Il y a souvent un moment en fait dans nos vies, on se dit j'en fais trop là, j'en peux plus, j'arrive pas à... moi-même, parfois la nuit, arriver à te mettre en off quand t'as passé une journée à 1000 à l'heure,
Et il y en a qui passent par la méditation, qui passent par plein de choses aussi qui arrivent à les calmer. Alors moi je suis pas du tout méditation, vraiment clairement. Je suis pas du tout méditation, yoga, tout ça. Alors que c'est bête parce que j'ai jamais essayé et j'ai un avis alors que j'ai jamais essayé. Mais je veux dire, c'est vrai que moi, alors c'est pas dans le sens quand je dis allez tous vous faire voir, c'est pas que les gens m'énervent, hein, c'est pas du tout ça. Hein. C'est juste que c'est moi, ok, j'arrête d'avoir des notifications, j'arrête d'être en contact, même avec ma famille, mes amis, c'est ok, tranquille quoi. C'est ça, et en fait, oui, ça fait du bien des fois de couper, ça fait du bien. Par contre, si par exemple je poste une vidéo ou un post Instagram, je me mets pas en mode avion direct après, parce que c'est des choses là où il faut que je regarde un peu ce qui se passe, avoir des interactions, répondre aux gens, aux commentaires, faire des stories, et c'est cool, en fait, voilà. C'est sûr que je vais pas me mettre en mode avion alors qu'on est en train de faire parler de moi, que j'ai parlé de quelque chose, mais s'il se passe rien, voilà, ça me dérange pas. Et justement, quand tu postes une vidéo, quand tu fais n'importe quelle nouvelle chose, tu reçois à mon avis plein de messages, aussi bien des messages très cool, comme des messages pas très sympas aussi. Je pense que le fait d'être dans le milieu du sport, parce que il y a quelques jours de ça, donc j'ai enregistré Bruno Maltor, qui est donc un blogueur qui vit en tout cas de ses voyages. Je le connais, on a déjà été en OPEI ensemble. Voilà, et il a une communauté bienveillante, et le fait d'être dans le milieu du voyage, il y a quand même moins ce rapport au corps qui tout de suite en fait crée beaucoup de tension chez les gens. Comment toi tu l'as vu au début? Est-ce que c'est... Alors je pense qu'il y a du travail aussi qui a été fait pour toi avec ça peut être des jaloux, des haters, tout ce que tu veux. Oui, c'est vrai. Alors déjà, il faut partir du principe qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde dans la vie, et heureusement. Voilà. Et qu'à partir du moment où on s'expose sur les réseaux sociaux, il y a forcément des gens qui nous aiment et forcément des gens qui nous aiment pas. Et encore une fois, heureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde, et sinon ce serait nul. Voilà. Il faut savoir que oui, j'ai beaucoup de mauvais commentaires, j'ai beaucoup de haters, j'ai beaucoup de gens qui me critiquent énormément. Mais c'est peut-être 10-15% des gens de ma communauté, ou c'est pas forcément ma communauté. Et 100 messages qui vont être trop gentils, adorables et qui vont vraiment me faire du bien, il va y avoir un mauvais commentaire ou mauvais message et ça peut m'anéantir. Il y en a des fois, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait me remettre en question sur plein de choses. Sur beaucoup de choses, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai mal fait ça? Est-ce que... Voilà. Et après, c'est pas eux qui vont me faire m'arrêter de ce que je fais. Et si je m'étais arrêtée au premier commentaire, j'en serais pas là du tout. Voilà. Ça me forge, ça me blesse aussi, mais ça me fait avancer. Voilà. Donc en fait, il faut faire la part des choses. Par exemple, c'est pour ça que j'ai eu du mal avec Facebook, parce que sur Facebook, c'était horrible. J'avais énormément de mauvais commentaires, même des fois quand les marques postaient des posts sur moi, ils étaient obligés de supprimer des fois les posts, parce qu'il y avait des fois... Puis en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, un mauvais commentaire enchaîne un mauvais commentaire, les gens répondent, et du coup, c'est la foire à ça, enfin, tout ça, quoi. Il y a même des groupes sur Facebook qui font complètement des épisodes sur moi, enfin, bref. Mais... Enfin, je m'en fiche, c'est pas ça. Au contraire, on parle de moi, hein, donc c'est très bien. Hein. On parle de moi en mal, au moins, quand il y a un gros débat sur moi, ça me fait gagner des abonnés. Et ça me fait vendre des chaussettes. Donc merci les gars. Ça te fait de la visibilité. Non, mais c'est vrai, hein. Donc bon, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est jamais agréable, il faut gérer ça, il faut toujours faire attention à ça, il faut les prendre en compte, il faut pas non plus dire ils disent n'importe quoi, il faut peut-être comprendre, écouter, voilà. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est jamais agréable. Et c'est vrai que du coup, je suis beaucoup plus vigilante. Et c'est sûr que poster quelque chose qui peut faire polémique ou où je dis quelque chose peut-être de fort, un compte à 50 000 abonnés et un compte à presque 500 000 abonnés, on peut pas se permettre de faire la même chose. On peut pas. Moi, à chaque fois que je fais des stories, à chaque fois que je fais des choses, je fais attention qu'il n'y ait pas, je sais pas, derrière moi une marque ou derrière moi quelque chose. Quand j'étais en rééducation, par exemple, je faisais pas des stories des gens parce que il y a des gens... Il y a des militaires qui sont dans centre d'éducation, il y a des sportifs de haut niveau qui veulent pas que les équipes adverses sachent qu'ils sont blessés. Et moi je fais attention à ça parce que mes stories sont beaucoup vues. Donc même si je fais une story dans un restaurant et qu'il y a un monsieur qui dîne avec une fille qu'il ne devrait pas voir et qu'on le voit dans ma story, enfin c'est plein de choses comme ça en fait. Il faut faire attention à tout ça. Enfin, c'est pour ça que pour en revenir aux haters, tout ce que je poste, tout ce que je fais, c'est maintenant, malheureusement, c'est calculé. Enfin, c'est pas calculé, c'est pas le mot. C'est réfléchi. C'est réfléchi, voilà. Après, je reste très spontanée, à mettre des photos de moi très spontanées, prises avec mon téléphone. Voilà, je sais qu'il y a pas de souci. Mais du coup, il faut vraiment que je fasse attention. Il faut que je me dise, ouais, Marine, t'as quand même beaucoup de gens qui te regardent et qui te prennent un peu en exemple, donc fais attention. Voilà. Mais après...
je m'arrête pas du tout à ça. Oui, bon, voilà, comme tu dis, c'est évident que ça blesse, mais... Voilà, avec Chloé, on le prend en compte, mais voilà. Et pour revenir un peu dans l'idée justement de, voilà, tu viens mis à l'heure, tu te lèves très tôt, tu fais plein de choses, etc. Tu fais pas de la méditation, donc il y a plein... Enfin, voilà, il y a d'autres façons aussi de se calmer, comme tu disais, de se mettre en off, mais t'es partie en voyage pour te déconnecter, et maintenant dans la vie de tous les jours, dans la vie de Marie Comment Bouleux, je fais, c'est ça? comment tu arrives à te recentrer sur toi, à prendre du temps pour toi aussi? Bah alors c'est le sport, parce que moi je suis pas du tout dans un club, je m'entraîne souvent seule, avec des fois de temps en temps en duo ou avec des amis, mais j'aime beaucoup m'entraîner seule, c'est mon moment à moi. Après, si vous suivez Chloé sur son Instagram, elle fait souvent des stories de moi en train de dormir dans la voiture, dans le train, c'est un peu... Voilà. Je fais des mini-siestes, mais c'est vrai que des fois je pose, et il y a des fois, bah, je vais rester tout l'après-midi dans mon canapé, hein. Alors là, et j'ai pas du tout honte de le dire, hein. À manger des bonbons et des gâteaux, bah bien sûr, mais c'est pour ça, les gens en fait pensent que je suis une fille, comme tu dis, qui se lève tôt, qui fait du sport, qui travaille, qui fait ça, et qui dit ouais, trop cool, c'est la vie, c'est génial, il fait beau. Non, non, c'est ce que... c'est pas un rôle que je joue, c'est pas du tout un rôle, je suis vraiment comme ça, même des fois ma famille, mes amis, ils ont du mal à me suivre, ils se disent Marine, tu te déconnectes où? J'ai la chance d'être entourée des gens qui sont un peu comme ça aussi, mais oui, il y a des moments où clairement non, je dors, j'ai pas envie, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été beaucoup dans le sport, beaucoup l'année dernière aussi avec l'Enduroman, mais maintenant je fais beaucoup de travail de bureau, et les gens ont tendance à l'oublier, ça, peut-être parce que je le partage pas, c'est aussi je pense un peu ma faute. C'est parce que je partage pas quand je passe 3 heures derrière un bureau, 4 heures derrière un bureau à faire du montage, à créer du contenu pour différentes choses, à écrire des scripts, des scénarios. En fait, c'est vrai que on s'en est rendu compte avec Chloé, c'est que en fait, je partage pas tout ça. À chaque fois, je partage quand je m'entraîne. Hop, je fais ça, on enchaîne, on fait ça, mais... Le côté dynamique, fun, quoi. Bah, le truc, c'est que je pourrais faire une story de mon ordinateur, 2 heures plus tard faire la même, 3 heures plus tard faire la même, mais c'est vrai que des fois, je me dis, ça va intéresser qui, en fait? Et du coup, bah, moi, je me dis, les gens s'intéressent quand je fais du sport, quand je leur dis ce que je fais, quand je leur montre un petit peu. Et en fait, non, avec l'entreprise qu'on a créée toutes les deux, bah... on se pose beaucoup pour réfléchir sur certaines choses. Après, Chloé, clairement, elle fait un boulot dingue derrière, et clairement, elle pourrait faire des stories où elle est 20 heures derrière son ordinateur. Mais voilà, c'est vrai que du coup, maintenant, moi, je suis plutôt dans l'optique de créer quelque chose, mon entreprise, de créer quelque chose de... Bah, je trouve ça génial dans sa vie de se dire, je crée quelque chose, quoi. Donc bien sûr, le sport, ça fait toujours partie de moi, et ça fera toujours partie de moi, il y aura toujours des défis. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui se préparent de très très gros défis aussi sportifs. Mais le défi aussi de créer mon entreprise, c'est aussi stimulant. Pour la suite, alors, sans que tu nous dévoiles on en vient. Ces fameux récits, ces fameux défis. Non, en plus, justement, en fait, maintenant que tu as tout ce chemin parcouru, que tu as eu ces blessures, que tu as eu aussi ces remises en question, que tu as eu toutes ces avancées, tu parles de ta marque, de plein de choses, de tes livres, enfin, il y a plein de choses qui se sont produites. Comme tu as dit, on pourrait se dire, bon bah voilà, comme l'Enduroman, bon bah on s'arrête à là, on continue sur ce qu'on est en train de faire, c'est bien, ça marche comme ça, on continue. Est-ce que tu as d'autres objectifs à nouveau, c'est pour ça que je te dis, c'est pas forcément des défis sportifs. Non, bien sûr. Donc, comme je disais, il faut pas rester dans sa zone de confort, il faut toujours avancer, il faut toujours découvrir, et donc sur différents plans. Donc, le côté sportif, bien sûr que j'ai des courses de prévues, j'ai des choses un peu hors du commun. Avec Chloé, donc avec Sabine, on est en train de créer quelque chose qui n'a jamais été fait en France, et je pense dans le monde. Vous en saurez plus fin août. Et d'ailleurs les gens dans le sport, les gens seront aussi pourront faire partie de ce projet. C'est quelque chose qui demande énormément de travail, mais qui va être génialissime. Donc on est dessus, donc fin août, un gros défi. Après, personnellement, toute seule, bien sûr que je prévois de faire d'autres courses, d'autres choses. Je traversais la Manche à la nage, je peux très bien traverser d'autres choses, peut-être, on ne sait pas. Voilà, bon, c'est pas l'océan Atlantique, hein, mais bon. Mais voilà, c'est des choses, même moi, c'est des projets que je me donne, et c'est bien d'avoir des projets. Bien sûr, il y aura forcément du triathlon, il y aura différents sports, je fais toujours du kitesurf, plein de choses comme ça. Et après, dans le professionnel, pareil, donc là, avec Chloé, on avance sur la marque, on avance sur plein de choses. Et pareil, là, à partir de septembre, il y aura des nouvelles choses qui vont arriver, du nouveau, quelque chose qui innove, et quelque chose vraiment de différent, et qui nous ressemble.
Et aussi, on a envie de faire grandir ces bureaux, de nous agrandir. On a envie de vraiment créer quelque chose de super, quoi. Et on est très fiers de ce qu'on arrive à faire maintenant. Et on a beaucoup galéré. Et je dis on, mais elle aussi, parce que, encore une fois, derrière moi, elle, on se rend pas compte le boulot qu'elle fait. Voilà. C'est assez fou. Oui, vraiment, ouais. Clairement. Et tu as donc cette course aussi, là, à la fin du mois de juin. Oui. Qui d'ailleurs m'intrigue aussi, puisque Oui. c'est quand même hyper déroutant de... moi, la dernière fois que j'ai couru les yeux fermés, je devais avoir 10 ans, je pense. Oui, alors Pour c'est rigoler. vrai, bien sûr, mais alors c'est vrai que c'est un défi qui est complètement fou et qui est génial. Et je suis très contente et très fière de pouvoir le relever. Donc c'est le triathlon de Paris. Donc je fais le petit, donc c'est 500 mètres de natation, 10 de vélo et 5 courses à pied. Donc c'est tout petit. Et encore une fois, par rapport à ce que j'ai fait avant, 140 de run, 50 de natation et 300 de vélo, c'est clairement tout petit. Mais je pense que l'enjeu est tout aussi différent et aussi fou. C'est-à-dire que donc du coup je vais être dans le noir. Je serai pas les yeux bandés, j'ai des lunettes qui sont toutes noires, des lunettes opaques. Donc avant de rentrer dans l'eau, dans le sas de départ, à l'arrivée. Donc c'est-à-dire qu'avec le guide avec lequel je m'entraîne, qui est adorable, Julien, qui est super gentil, c'est un guide paratriathlète qui est hyper gentil, il m'expliquait que lui il est guide pour malvoyants. Donc c'est-à-dire que les gens voient un petit peu, voir des ombres et des choses comme ça. Donc eux ils ont du mal à nager, à courir, à faire du vélo, enfin ils ont du mal, non, parce qu'après ils s'entraînent, mais qu'au début, comme ils ont pas tous les repères. Mais moi je sais déjà nager, faire du vélo et courir, mon corps sait faire ça. Le seul truc c'est que je suis dans le noir complet, donc tous mes sens sont bouleversés. Et c'était passionnant d'être dans le noir. Au début j'avais peur et c'est vraiment le seul mot qui règne, c'est la confiance. Il faut que je lui fasse confiance. Et au début on s'est appelé une fois par téléphone et je l'ai vu et la première fois je lui donne ma vue, quoi. Enfin je lui donne ma vie en main, quoi, tu vois. Et c'était vraiment ça. Donc nager dans une piscine, on voit rien, on a juste le lien. Au début c'était fou, mais c'était génial. Après on a fait un petit peu de marche avec le lien pour préparer la course à pied, donc dans le noir. Et j'entendais des choses, bien sûr avec mes accidents, j'entendais des voitures de pompiers, j'avais trop peur qu'ils soient à côté. Enfin, entendre des bruits de fontaine alors que lui il l'a pas encore entendu, il va l'entendre 10-15 secondes après moi. Tous les sens ils sont développés en fait. C'est ça. Et le plus dur, il m'a dit, c'était pas les épreuves en elles-mêmes, c'est la transition. Il m'a dit quand tu vas sortir de l'eau, que tu vas aller à ton vélo, faut que tu enlèves ta combinaison, que tu mettes tes baskets, tout ça dans le noir. Hein. Donc oui, une fois. T'as pas encore fait ça. Bah non. Une fois que t'es sur ton vélo, en vélo c'est en tandem. Oui, parce que j'allais dire, ouais. Tu pédales. Une fois que tu cours, que t'as le lien, ok, tu cours, mais c'est ça en fait qui est vachement dur à travailler. Et c'est génial. Encore une fois, j'apprends beaucoup sur moi. Et je sors de ma zone de confort, je sors de ce que je sais faire. Oui, je sais traverser la Manche à la nage. Mais est-ce que je sais nager 500 mètres les yeux fermés dans le noir ? Voilà. Ça, du coup, on verra à la fin du mois. Voilà, et encore une fois, expérience. bien sûr, et je dis pas aux gens de faire ça, hein. Je dis aux gens, oui, dites-vous, ce week-end, je vais courir. Ou dites-vous, ok, je vais à ce cours de sport que j'ai trop peur d'aller. J'ai trop peur d'y aller, mais je vais essayer. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais essayez. Voilà. Oui, et c'est exactement, moi le but aussi avec ce podcast, c'est que clairement quand j'invite quelqu'un, c'est pas pour que les gens se disent devenez Marine Leleu. Ah non, pas du tout. Devenez c'est pas un cadeau. Devenez Amélie Joannides. Non, c'est en fait clairement l'idée de il y a des gens qui sont capables de telle ou telle chose, à notre échelle, on peut en fait être capable de multiples choses aussi. Et je pense qu'il faut pas prendre les gens comme rôle modèle, je pense qu'il faut s'en inspirer. Et comme je dis souvent aussi, c'est qu'en ce moment, c'est un peu la mode du fitness et du running, ou aussi un peu du triathlon, et les gens qui veulent se mettre au sport, du coup, comme sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup ça, ou même du yoga, des choses comme ça, et ils se mettent dans ça. Et s'ils aiment pas, ils vont pas être motivés pour y aller, ils vont vite lâcher. Mais s'ils ont envie de faire du tennis, de la pétanque, de l'escalade ou je ne sais quoi, faites-le en fait. C'est juste qu'en fait, c'est dommage que les sports soient plus médiatisés. Alors bon, je suis la première à médiatiser des sports, du running, des choses comme ça. Après, c'est vrai que le running, c'est facile. Mais je veux dire, en fait, il faut pas s'obliger à faire quelque chose parce qu'une personne qui a tant d'abonnés et elle a le sourire toute la journée, elle le fait et c'est cool. Non, si tu veux aller faire du foot ou si tu veux aller faire du rugby, si tu veux aller faire des échecs, il n'y a pas le sport aussi. Tu peux très bien t'inscrire dans un club d'échecs ou de bridge ou je ne sais quoi. Du moment qu'il faut faire quelque chose, et c'est plutôt, encore une fois, le sport, c'est pas pour faire du sport, pour avoir une shape d'enfer sur la plage. C'est ce que beaucoup montrent quand même. Ce que beaucoup montrent, exactement. Ce qui peut aussi être hyper énervant. Et ce serait faux si je disais que moi je m'en fiche de mon corps, c'est pas vrai. Surtout un petit peu par rapport à mon passé, je fais toujours attention à mon physique, et parce que
moi je fais toujours attention à ça. Et oui, je me dis, bah c'est quand même plus joli une fille qui a des formes, qui a des jolies fesses, des cuisses musclées, un dos qui est musclé, que je vais pas dire que je fais du sport, je m'en fiche comment je suis. C'est pas vrai, c'est juste que c'est pas mon premier objectif. Et après, les gens qui ont cet objectif d'être bien dans leur corps, qui veulent des abdos, qui veulent des jolies épaules, des fesses musclées et tout ça, il n'y a aucun souci. Enfin, au contraire, c'est super, mais c'est un objectif. Il faut savoir faire des sacrifices, il faut avancer. Je pense qu'il faut savoir se poser tout seul, se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que je veux que les gens, enfin, c'est les gens qui veulent que je sois comme ça ou c'est moi, en fait ? Voilà. Et toi, t'as réussi en tout cas après toutes ces années, alors peut-être au début, je ne sais pas, mais à arriver à te dire que maintenant tu ressembles à ce que tu as envie là maintenant. En fait, je pense qu'on évolue tout le temps et je pense que nos objectifs personnels et nos envies évoluent. Et donc, j'essaye encore. Parce que peut-être que j'arrive à faire quelque chose, mais après, je veux autre chose. Je veux avancer. Et pas avancer en faisant toujours plus haut, plus grand, plus fort, mais avancer en faisant les choses différemment. Donc oui, je me cherche encore, hein, et je pense que je me chercherai jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense que chaque expérience m'enrichit. Chaque expérience me fait apprendre. Chaque échec, même si j'ai pas l'impression d'avoir eu des échecs dans ma vie. On m'a déjà posé la question, quels sont tes échecs ? Et moi je me dis, mais c'est bizarre, j'ai pas d'échecs. C'est vrai, si t'essayais de réfléchir à quelque chose... Alors si, il y a peut-être une course que t'as pas finie ou des choses... J'ai des regrets, j'ai des remords, énormément. Mais vrai ? C'est pas des échecs. Par exemple, j'en parlais aussi, la Saint-Élion, c'est une course qui fait 70 km de Saint-Étienne à Lyon. Et j'ai abandonné au kilomètre 52. Et les gens me disent, oh, ça va aller, c'est pas grave et tout. Je dis, mais non, c'est pas grave. Enfin, les gens, pour eux, c'était, mais oh là là, Marine, elle a abandonné. En plus, t'es 20 km de la fin, t'aurais pu finir et tout. T'inquiète pas, ça va aller. Bah ouais, mais c'est pas grave. Enfin, je m'en fiche, quoi. Enfin, j'avais mal au genou, j'étais pas bien, c'est pas grave. En plus, le lendemain, je partais en centre de rééducation, donc j'allais pas arriver cassée pour rééduquer mon épaule, alors que voilà, bref. Mais bon, donc voilà. Après, j'ai fait plein de choses dans ma vie que je regrette énormément. Et qui me touche encore maintenant et que j'ai beaucoup de regrets dans ma vie et les choses j'ai fait beaucoup d'erreurs même encore il y a pas longtemps hein, sur plein de choses j'ai beaucoup de mais ça me fait apprendre et ça me fait découvrir parce que des fois je me dis mais comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu penser comme ça, comment j'ai pu faire ça et mais c'est comme ça que ça me fait avancer aussi. Et c'est ça qui me rend plus forte. Et voilà, encore une fois, ça montre que je suis pas toute puissante et aussi des fois j'ai des failles. Forcément, il y a des failles que voilà, on voit pas en tout cas sur les réseaux. Et... Non, mais c'est pas des failles que je cache parce qu'il y a une différence entre, comme il y a des gens qui m'ont dit quand j'ai pas dit que j'ai eu mon accident et qu'un mois après j'aurais dit que j'avais eu mon accident, je l'ai pas caché aux gens. C'est juste que je l'ai pas dit. Il faut faire la différence entre cacher les choses et pas le dire. T'as pas menti ? Non, j'ai pas menti. J'ai pas dit des choses parce que je continue à poster des choses et j'attendais que les infirmières fassent mes soins et que je fasse des stories, mon gros visage, donc on voit pas mes pansements, mes trucs. Mais j'ai pas menti aux gens. Puis ça reste, c'est horrible à dire, mais les gens en fait rentrent dans ta vie sans que tu leur demandes vraiment aussi la permission, puisque tu leur laisses le droit de rentrer dans leur vie, et donc aussi. C'est aussi ta vie privée. Je suppose que même si par exemple que t'as un copain ou non, il y a des choses que tu montres pas et que t'as pas envie de montrer. Exactement, oui. Pour respect aussi de mes proches, pour... voilà. Enfin, moi, je sais que ma petite sœur, des fois, je la mets en photo sur mes stories, mais quand je mets son arrobase, elle me dit « Ah non, il y a plein de monde qui s'abonne à moi, ça m'énerve. » Bah ok, donc du coup, je respecte ça aussi. Et il y a des gens que je montre pas parce que j'ai pas envie de les montrer aussi, et que ça reste à moi. Puis ça reste un jardin secret que tu veux garder. Bien sûr, ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, Marine, je suis super contente de cet entretien avec toi, parce que même si, après moi, c'est moi qui... naturellement creuse les choses dans ma tête quand je vois quelque chose, donc quand j'avais vu ne serait-ce que depuis 1 an tout ce que tu faisais, bien sûr qu'on se dit que t'es comme tu dis une petite meuf qui aime le sport et qui aime le partager, mais je suis très touchée en tout cas que t'aies pu te livrer, raconter tout ça et de montrer que oui voilà t'es plus que ce qu'en tout cas t'essayes de montrer. Et si t'as envie de rajouter quelque chose, parce que je pense qu'on a fait le tour de plein de sujets hyper intéressant. Si t'avais envie de rajouter quelque chose, un conseil que toi, je sais pas, on aurait aimé te donner. Parfois les gens parlent de toute autre chose. Chaque invité est libre de dire ce qu'il a envie, donc... Moi je dirais que pour résumer un petit peu, il faut oser faire des choses, il faut tester les choses, avant tout le faire pour soi, avec les bonnes personnes.
Et que si on n'y arrive pas, c'est pas grave, au moins on a essayé. Se pousser, avancer, se challenger petit à petit et avancer vers quelque chose qui ne nous rendra pas meilleur mais mieux. Et surtout de dire aux gens qu'ils pensent tout connaître de moi et ils pensent avoir tout vu de moi aussi bien dans le sport que dans le boulot. Et même moi je pense tout connaître sur moi et non. La suite est bien plus belle je pense, pas forcément plus belle, différente et aussi je pense qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer dans les prochains mois. Et que là je suis un peu en période où j'ai pas énormément de gros objectifs ou alors ils se voient pas parce que j'en parle pas encore. Mais la suite va être géniale et qu'il faut continuer à suivre ça parce que je pense qu'ils vont être assez surpris. Voilà, et manger des noix de cajou. Et manger des noix de cajou. En tout cas, tu nous prépares de belles surprises. Exactement. Et je peux que te dire encore merci Marine. Merci à toi, avec plaisir. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux voir toutes les vidéos, les images et autres infos de chaque épisode, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, m'envoyer un message sur ce compte Instagram, donc j'adore recevoir vos messages et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait de Marine, ce 12e épisode, a été illustré par l'illustratrice de Chat Amy Studio. Son travail d'aquarelle à la fois donc sensible et vif se prête beaucoup à l'univers dynamique et spontané de Marine. Merci infiniment à elle et n'hésitez pas à aller voir son très beau travail d'illustration sur son compte Instagram. Tout est relayé donc sur le compte Instagram Les Quarts de Siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider donc le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance et rendez-vous donc lundi dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Quarts de Siècle.